Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Lors de mon arrivée au Québec, dans les années 2010, j'étais surtout un lecteur du journal La Presse. Alors, je dois l'avouer, je connais notre invité un peu par son nom et beaucoup par sa réputation. Ami auditeur, j'espère que tu apprécies cette double ellipse à sa juste valeur. Bref, hier, je me suis replongé dans les archives des très nombreux articles que notre invité a écrits. J'ai frissonné devant la critique dithyrambique de l'Express. J'ai détourné les yeux devant celle des Enfants terribles. J'ai été surpris, mais pas tant que ça, à la lecture de cette fameuse revue du Toqué en décembre 2018. Mais par-dessus tout ça, j'ai pris du plaisir à lire. J'ai aimé m'asseoir à ses côtés pour essayer un nouveau restaurant dans le Hochelaga de 2014, à la regarder se fâcher tout rouge contre Robuchon qu'on a installé au casino, à l'écouter m'expliquer que ses enfants se sont battus pour choisir le macaroni au fromage. Parce que ça m'a surpris de découvrir que ce qu'elle écrit, ça vient évidemment un peu de son cerveau, mais surtout de son cœur, que pour notre invité, tout est personnel. Aujourd'hui, c'est Leslie qui est dans le jus. Bonjour Leslie. Bonjour, merci pour cette introduction. Salut. Alors, je suis un peu nerveux. Non. Est-ce que tu es d'accord avec ça que... Parce que moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu et relu tes critiques et les nombreux articles que tu as écrits. C'est extrêmement personnel. Oui, absolument, parce que pour moi, un critique de restaurant, c'était l'idée que c'est quelqu'un samedi matin, parce que les critiques dans la Gazette où j'écrivais pour 20 ans, c'était samedi matin, quelqu'un s'assoit avec un café et que je suis avec 7 personnes. Alors, il fallait toujours démarrer la critique. Pourquoi? Comment on démarre cette critique? Moi, je voulais toujours, c'est un peu drôle. Il faut qu'il y ait du charme, que c'est pas juste technique et méchant. Les critiques pensent tout le temps... Les gens qui pensent des critiques pensent qu'on est souvent des méchants. Mais à la fin, on est là pour les lecteurs. Et j'écrivais toujours avec cette idée que j'étais devant ce lecteur avec son café samedi matin. Et ça marchait parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Je te lis samedi matin avec mon café. » Alors, j'ai dit « C'est exactement ce que je voulais. » C'est vrai que moi, je suis un lecteur aussi de journaux et quand j'attends le week-end et le samedi, je prenais plaisir, parce que de moins en moins, oui. Je prenais plaisir à lire les critiques gastronomiques. Je dis de moins en moins parce que je constate que c'est plus comme avant, en fait. Non, absolument. Tout a changé. Même avant la pandémie, la pandémie a beaucoup changé parce que de critiquer les restaurants dans un moment que ça allait tellement mal pour eux, ça aurait été ridicule. Moi, j'ai arrêté en 2019 et j'ai arrêté à 20 ans. J'ai dit à 20 ans, je vais arrêter, mais c'est non seulement qu'après 1000 critiques de restaurants, j'ai dit, j'ai fait le tour. C'était une très, très bonne raison parce que je me souviens, j'ai fait le restaurant Lalou quelque chose comme 6 fois. J'ai dit, j'en peux plus. Et j'adore Lalou, mais j'adorais Lalou qui n'existe plus, mais aussi, c'est l'état des journaux plutôt que l'état de la pandémie. Mon éditeur à la Gazette, au lieu d'augmenter mon salaire, chaque année, elle disait, vous savez, on a moins de budget pour les pigistes, etc. J'étais toujours pigiste à la Gazette. Et on a des problèmes avec l'idée de payer les pigistes quand on est en train de couper le staff. Alors, il y avait beaucoup de problèmes de ce côté-là. Moi, l'idée, à mon âge, de travailler pour de moins en moins, m'intéressait pas. C'est des métiers qui sont, je crois, sous-évalués. Il y a beaucoup de gens dans ces métiers aujourd'hui qui travaillent gratuitement que je trouve ridicules. Merci de dire ça. Dans le monde de journalistes de voyage, moi, j'ai déjà eu des éditeurs qui ont dit comme vous ne payez pas votre voyage, je ne vous paye pas pour l'article parce que c'est ça votre paiement. Et j'ai dit, OK, parfait. Mais c'était vraiment un travail. Je l'ai pris très au sérieux. Pour 20 ans, ça a très bien marché, mais il y avait un moment... Il y avait 3 raisons. Alors, il y avait cette idée que j'ai fait le tour. Il y avait deuxièmement le journal qui était de moins en moins intéressé d'encourager tout ce qui était art de vivre, parce qu'il ne faut jamais oublier que les gens qui sont les éditeurs dans les journaux, c'est des gens de nouvelles, ce n'est pas des gens
Même si les critiques de restaurants étaient bien lues, pour eux, c'était pas une priorité. Et la troisième chose, c'est qu'avec l'âge, j'ai commencé à trouver que c'était un peu difficile d'avoir les chefs, le retour des chefs. Quelle connasse, je ne vais même pas dire les mots que j'ai lus. Et quand j'étais jeune, je pensais, comme en anglais, on dit « bring it on », ça ne me dérangeait pas du tout, mais avec l'âge, j'ai dit « ça commence, ça suffit, là. Ouais. Je suis en train de faire mon travail, vous n'aimez pas être critiqué ». Il y a beaucoup de chefs qui n'aimaient pas être critiqués. J'ai eu des menaces de mort, honnêtement, là, les gens... critiques. Ben, pas beaucoup, hein, mais j'en ai eu un avec un chef, je suis convaincue qu'il a trop bu avant de m'appeler, j'ai eu toutes sortes de choses. Alors, à la fin, j'ai dit, j'ai pas envie de subir constamment cette idée. Et de l'autre côté, je voyais des serveurs que quand je rentrais, qui tremblaient, tout le monde était nerveux et j'aimais pas cet état de mettre les gens mal à l'aise. Il y a plusieurs questions là qui me Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de Ça questions. bouillonne. Oui. Alors déjà, au niveau journalistique, tu as dit que tu étais pigiste. Je sors de la restauration, là, je retourne dans le métier de journaliste. Tu as été pigiste par choix ou parce que ils n'ont jamais pu t'engager sur le long terme? Quand j'ai rentré à la Gazette en 97-98, ils avaient gelé les employés, d'engager des employés, sauf des journalistes de pupitre pour écrire sur qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un qui était tué la veille ou quelque chose comme ça. Alors, tout ce qui était journalisme comme j'ai dit, art de vivre, ils n'engageaient plus personne. Alors, et moi, j'étais heureuse d'être pigiste aussi de l'autre côté parce que je n'étais pas obligée de suivre toutes leurs règles. Si j'étais employée, je me souviens, quelqu'un m'a dit, on aimerait que tu écris un article sur les sports bars de Montréal. J'ai dit non, merci. Et si j'étais employée, j'aurais été obligée d'écrire tout, et j'avais aucune obligation, j'avais des suggestions. Mais ce qui me dérangeait un peu, c'est qu'il y avait des semaines que j'écrivais 3-4 articles dans la Gazette et que les articles étaient bien lus. Alors aussi, t'as pas les vacances payées, etc., etc. Mais j'avais ma liberté. Alors, comment tu es devenue critique gastronomique? Parce que toi, tu as commencé, tu étais chef pâtissière. Oui, alors, moi, je voulais vraiment être danseuse de ballet. Ah oui? C'est fou, hein, mais j'ai arrêté l'école à 17 ans et j'ai rentré comme étudiante temps plein au Grand Ballet canadien. Mais après 2 ans, je voyais que peut-être c'était pas une bonne idée. Surtout l'idée qu'à 30 ans, que peut-être j'aurais plus de travail. Mm-hmm. Mais ça reste la première chose. Alors, les gens qui vont dire il faut suivre nos passions, je suis pas complètement d'accord qu'il faut toujours suivre nos passions. C'est un métier qui est tellement difficile, tellement physique et nos corps sont assez faibles. Alors, j'ai dit, après d'avoir quelques blessures jeunes, j'ai dit non, j'ai besoin de changer d'idée, mais j'aimais beaucoup ce côté artistique et l'idée de retourner à l'école ne m'intéressait pas du tout. Je voulais faire quelque chose de plutôt artistique. Et dans tous mes temps libres, j'étais en train de lire des livres de cuisine. Je faisais le grand écart avant mon cours de ballet avec mon Gourmet Magazine. Les gens trouvaient ça tellement drôle. Je voulais j'ai dit, bon, je veux faire de la cuisine. Et ma mère était vraiment bonne en cuisine. Et elle était en train de lire Gourmet Magazine avec moi. Elle a dit super, tu sais, quelle bonne idée. Et j'ai rentré à l'ITHQ. J'ai fait 3 ans à l'ITHQ et j'ai remarqué assez vite que, surtout, il faut savoir, dans les années 90, il y avait beaucoup de femmes dans les cours à l'ITHQ et il y avait très, très peu de femmes en cuisine. Alors, moi, j'ai vu autour de moi à l'école beaucoup, beaucoup de femmes. Je veux dire, la majorité en pâtisserie étaient des femmes. Mais de ces 14 élèves de ma classe, je pense qu'il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont resté dans le métier. Un d'ailleurs qui s'appelle Nancy Sanson, qui a une excellente chocolaterie à Trois-Rivières. Il faut parler avec Nancy parce qu'elle est excellente. Salut Nancy. Salut Nancy, je t'adore. Mais très, très peu de gens qui ont resté dans le métier et très, très peu de femmes. Et quand j'ai rentré... pour la première fois que j'ai fait un stage, c'était à la pâtisserie de Gascogne. Et j'étais entourée d'hommes qui parlaient d'argent, ou manque d'argent, qui parlaient du sport et de films pornographiques qu'ils ont vus la veille. Alors, je peux dire, après 3 mois en travaillant à la Gascogne, j'étais experte sur les finances, comment pas perdre tout notre argent. Deuxièmement, un peu de sport, mais j'écoutais pas. Et de films pornographiques, j'ai tout appris. Alors, d'un côté, j'ai vu la vie en cuisine, c'est pas des conversations toujours très intellectuelles.
Attention là. Ouais, La plupart, dans mon temps, la plupart dans de mon nos temps, écouteurs, dans nos mon auditeurs. Dans mon temps. Bon, en même temps, les films porno, Le sport. le sport, l'argent, bon, bah, ça n'a pas changé, hein, les Il y a conversations. la musique. Il y a la musique. Et la musique, Ouais, c'est beaucoup de vrai. musiciens, C'est vrai. ouais. Ah oui. Ben aussi en cuisine, il y avait aussi les Québécois contre moi, que je trouvais ça très drôle. Alors, je travaillais avec un gars tellement drôle qui s'appelait Sylvain et qui venait de Mont-Laurier. Il disait tout le temps, fais-toi-en pas, laisse-les. Après le référendum, on va te garder comme esclave. Tu sais? Alors, non, mais c'était toujours des affaires. Mais c'était toujours drôle, c'était toujours sympathique, c'était toujours... et le gros stress, il faut dire que... alors, premièrement, l'état en cuisine était un peu, des fois, lourd, disons, l'atmosphère. Deuxièmement, beaucoup de stress que j'ai trouvé quand j'ai travaillé pour un traiteur, il y avait beaucoup de stress. Et troisièmement, le fait de toujours répéter les mêmes choses. Et ce qu'on voit en cuisine, c'est l'idée qu'on va faire de la création. Mais à la fin, c'est pas beaucoup de création en cuisine, c'est répéter les mêmes gestes. Quand je vois des restaurants avec le même menu, je me demande comment les chefs arrivent de constamment refaire les mêmes plats. Je comprends, c'est un travail, mais moi, je voyais toujours ça comme un travail créatif qui, à la fin, est plutôt manuel. Un métier d'ouvrier. Absolument, oui. Et il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont rentrer dans ce métier pour faire de la création ou finir à la télévision et tout ça, mais à la fin, quand j'ai travaillé à la Gascogne, pour 6 semaines, j'ai fait des pailles au fromage et des quiches. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je peux faire les meilleures quiches et les meilleures pailles au fromage. Mais et en plus, c'est pas mauvais parce qu'il faut répéter ces gestes en cuisine sans arrêt pour maîtriser ces techniques. C'est pas en 2 semaines qu'on apprend à couper un oignon. C'est après 2 ans qu'on commence à avoir un peu d'allure comme cuisinier ou pâtissier. Alors, tu parlais de ta maman qui cuisinait. Si on revient un peu en arrière, est-ce qu'il y a des plats qui t'ont marqué dans ton enfance, cuisinés par ta mère ou autre? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça? Ben, j'ai du souvenir que les plats que moi, j'ai commencé à faire plus tôt, ma mère faisait un genre de coq au Riesling qu'on appelait quelque chose de différent, qui était un plat avec un poulet avec beaucoup de crème, des oignons, beaucoup de champignons. Et elle faisait ça avec un riz pilaf. Et j'avais un appétit de fou quand j'étais jeune. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait manger 4 pommes de terre au four, 2 steaks. J'étais un enfant hyper maigre qui mangeait tout ce qui était devant moi. Un gâteau complet. J'avais un appétit et j'adorais manger. J'adore toujours manger, là, mais c'était pas fou comme quand j'étais jeune. Mais pourtant, il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas non plus. J'avais un palais très sensible. Tout ce qui était très poisson et tout ça, je rejetais. Mais il faut savoir aussi que moi, j'étais jeune dans les années 70. Alors, il y avait beaucoup de shake and bake. Vous savez, c'est quoi le shake and bake? Non, je sais pas. Il faut savoir. C'est un genre de poulet qu'on peut paner et on le met au four. Ma mère faisait jamais du craft dinner. J'ai jamais vu du craft dinner dans mon enfance, mais il y avait beaucoup de... j'ai vu le Hamburger Helper, moi, j'adorais les Swanson Dinner. J'adorais l'idée d'avoir un repas congelé qu'on mettait au four. C'était affreux, mais j'adorais l'idée que tout était là. Il y avait une petite tarte aux pommes affreux, mais j'aimais cette idée d'ajouter de l'eau, puis on avait du tang qui était absolument affreux, mais j'aimais ça. Il y avait beaucoup de produits transformés dans les années 70 et tout ce qui sortait des boîtes et du congélateur, je trouvais ça fabuleux. Donc c'est quand que ça... C'est bizarre, hein? Oui, mais c'est quand que ça a changé alors? C'est quand mais aujourd'hui, jamais, je déteste tout ce qui vient, les plats congelés, c'est très cher et pas bon. Moi, j'aime tout ce qui est frais aujourd'hui. Mais je pense que c'était une introduction à la cuisine. Moi, je dis tout le temps, les jeunes qui sont intéressés de faire la cuisine commencent avec un mélange de gâteaux. Parce que c'est pas l'idée de faire le gâteau de scratch, comme on dit, maison. C'est l'idée de créer quelque chose. Alors, c'est une facilité de créer quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui commencent en cuisine qui sont très intimidés. Alors, d'avoir, au lieu de faire le jus d'orange fraîchement pressé, si on fait le jus d'orange Minute Maid qui sort du congélateur, on finit avec quelque chose très vite. Alors, progressivement, on peut s'améliorer. Mais si je donne une boîte de craft dinner à mes enfants, ils vont se dire, ben au moins, je peux faire quelque chose pour moi-même. Alors, moi, c'est une introduction. Moi, je ne savais pas que les fonds existaient. Je pensais que c'était toujours les bouillons cubes. Alors, quand j'ai appris à l'école hôtelière qu'on faisait des fonds, c'était extraordinaire. Mais il faut commencer quelque part. Et les produits transformés, c'est une très bonne façon de commencer. Ce n'est pas une très bonne façon de continuer. De continuer, exactement.
Ouais, c'est sûr que si tu commences ta formation en cuisine par faire un fond brun qui va te prendre 8 heures et puis après tu vas l'amener à glace ou tout ça, tu vas perdre les trois quarts des élèves et de leur motivation. Même l'idée de prendre un plat congelé et le réchauffer et le mettre sur l'assiette, c'est un début. Absolument. On est très snob de ce côté-là. On dit, on est très puriste, il faut commencer avec les meilleurs ingrédients, mais moi, je dis, il faut aussi mériter de travailler avec les meilleurs ingrédients. C'est pas, moi, je peux donner des ingrédients à quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine, ils vont tous les gâcher, peut-être. Alors, allez tranquillement, mais c'est ça que j'ai fait jeune. C'est un bon conseil, il faut démarrer quelque part, il faut commencer par la simplicité. Là que tu nous racontais tout à l'heure que tu avais travaillé à Pâtisserie Gascogne, après 6 semaines, donc c'était quand même assez court. Oui, mais j'ai travaillé souvent. J'ai travaillé 3 fois à la pâtisserie de la Gascogne, oui. Et tu as fait quoi ensuite? Alors, j'ai travaillé à Gascogne pour mon stage. Ensuite, j'ai travaillé en chocolaterie à la Gascogne pour 1 an. Ensuite, j'ai retourné, j'ai travaillé dans le département de décor, mais je pense que j'ai fait tous les départements à la Gascogne, sauf le four. Parce que le four était la place où il y avait les gars très forts. Et moi, j'avais 19 ans, j'étais la fille très, très faible. Alors, ils m'ont mis en glacerie qui était affreux, en chocolaterie qui était excellent, mais difficile, très stressant, et le tour qui était très plat. Décor que aussi, je travaillais entourée de gars qui parlaient encore d'aller à chez Paris. Mais je veux dire, c'est un monde aussi extraordinaire parce qu'on c'est jamais, disons, la conversation n'est pas trop plate non plus. Hein. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait un stage la 2e année d'école hôtelière à Lyon, dans une pâtisserie qui s'appelle La Minaudière, que j'ai revisité récemment, qui maintenant est un pôle, qui me rend folle parce que c'est une pâtisserie tout était, les fermiers amenaient la crème à la porte, etc. Et maintenant, Paul, c'est une chaîne industrielle. Industrielle, oui. Et le magasin est toujours là, mais c'est un Paul. Et je crois que le propriétaire a décédé quand même. C'était en 89 que j'étais là. Ensuite, j'ai travaillé pour un grand chef qui s'appelle Yves Thuriez, qui a Thuriez Magazine, qui est un monsieur qui était très connu parce que c'était le premier qui a écrit ses recettes. C'est un compagnon de Tour de France. Et il a un peu cassé les règles d'être compagnon de Tour de France, de garder toutes les recettes secrètes. Et il les a publiées dans des tomes énormes qu'il a vendus pour une fortune. Ah, c'est un traître. Oui, exactement. Il avait 2 Ferrari. Alors, l'idée, peut-être, c'était que si on est traître, ça finit bien. Je veux dire. Mais c'est un homme aussi assez malheureux. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était quelqu'un de. Il rentrait dans la cuisine, faisait le tour du restaurant, il sortait. Il était un peu dépassé par les jeunes cuisiniers autour de lui. Et ils avaient quand même une étoile Michelin, alors le niveau était très, très haut, que j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est important, si on veut faire de la haute cuisine, de voir c'est quoi le niveau, le grand niveau de cuisine, parce que surtout si on vient de Montréal, on comprend quand c'est bon, mais on comprend peut-être pas c'est quoi l'excellence et aussi de voir ces beaux produits, parce qu'en France, les produits étaient, surtout à Lyon, moins... à Cordes, parce qu'on était loin de Toulouse ou de villes avec plus de produits. Mais à Lyon, j'ai jamais vu des tomates. Même en Italie, j'ai jamais vu des tomates comme j'ai vu à Lyon. La qualité des ingrédients était inspirante. Je comprends pourquoi les meilleurs chefs au monde sont en France, parce que de prendre ces tomates et dire qu'est-ce que je peux faire avec cette tomate, c'est beaucoup plus inspirant de prendre des tomates assez moyennes et dire, bon, je vais faire une caprese ou quelque chose. C'est de l'art avec ces produits-là. C'est magnifique. Alors, et qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ton expérience à Lyon? Le manque de respect pour les jeunes. Alors, il y avait un chef qui était assez méchant avec tout le monde et j'ai trouvé que les jeunes étaient... Parce que je travaillais avec des jeunes garçons de 15 ans. Il y avait aussi 15 ans, il y en avait un à 14 ans. Et la façon qu'ils étaient traités, vous êtes des cons, vous êtes des sous-merdes, vous êtes... j'ai entendu ça toute la journée. Et d'un sens, ils étaient assez cons. Ils étaient assez jeunes, qui n'est pas con à 15 ans. Et surtout, en pâtisserie, c'est les gens qui n'arrivent pas à l'école. Hein. Il faut savoir qu'en France, ce n'est pas les jeunes qui voient des gens à la télévision, c'est des jeunes qui ont... Ça a mal été à l'école. Les parents vont les mettre dans ces métiers-là. Et
c'est long à apprendre à cet âge-là de comment être un bon technicien. Alors, j'aimais pas tout le temps cette guerre entre le chef et le chef de chaque département, l'arrogance du chef exécutif qui était le roi de la cuisine et ce manque total de respect, l'abus. J'ai vu beaucoup d'abus avec les jeunes. Moi, j'étais en France, à Montréal, oui, mais en France, tout le monde était assez gentil avec moi, mais les jeunes autour de moi étaient très maltraités. Je veux dire, moi, j'ai vu un jeune qui a reçu tout un seau de crème sur le dos juste parce que le chef l'aimait pas. Et cet abus constamment, le stress, le soir, je voyais des jeunes de mon âge qui disaient « j'ai envie de me tuer, je peux plus prendre le stress, mais je suis obligée d'accepter cet abus pour monter pour aller dans un autre restaurant. » Il y a énormément de stress dans ces restaurants avec des étoiles Michelin, de constamment monter au prochain niveau. Alors, il faut accepter cet abus. Et j'ai trouvé ça très difficile d'accepter, que je n'ai pas vu ici. Ici, j'ai vu le contraire. Ici, à la Gascogne, j'ai vu des employés engueuler le chef. Oh my God! J'ai vu toutes sortes de choses. Mais aussi, ils étaient beaucoup plus âgés. Mais en France, c'est des jeunes qui travaillent. Et aussi, en France, après 6 mois, le chef disait souvent, « Partez, allez ailleurs, il faut apprendre. Après 6 mois, vous n'avez plus rien à apprendre. » Et au Québec, on a tendance de dire, « Partez jamais. J'ai besoin de vous, je veux pas. » Mais là-bas, ils bougent beaucoup plus et ils sont prêts à apprendre de beaucoup de chefs. Le chef qui envoie un jeune chef voir son ami qui est chef. Mais ici, on tient fort à nos employés, qui est un peu ridicule des fois. On est un peu trop pris avec les... Et je comprends pourquoi. On ne veut pas entraîner quelqu'un qui part tout le temps non plus. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir si les conditions avaient changé depuis 1989 dans les cuisines françaises ou pas? Seulement avec des émissions comme Envoyé spécial. Je regarde toujours les émissions. L'abus en cuisine. C'est sûr aussi que il y a un livre, si les gens veulent comprendre un peu l'idée de c'était quoi l'abus dans les cuisines, je dis à tout le monde de lire le livre 32 Yolks, 32 jaunes, de Éric Ripert, le grand chef qui vient de Marseille. Hein, il vient de Nice ou de Marseille, mais Éric Ripert. Et la raison, c'est qu'il détaille l'abus qu'il a subi dans le restaurant de Joël Robuchon, de Jamin, je crois que c'était Jamin, à Paris. Et c'est extraordinaire. Et à la fin, il retournait travailler pour lui tout le temps. Puis à la fin, il respectait toujours, mais c'était l'école dure. Et ça, c'était en cuisine, pas en pâtisserie. Et oui, ça, c'est le Bernardin. Pour les gens qui ne savent pas, son restaurant à New York, c'est le Bernardin. Et cet abus, je crois que ça existe toujours, mais comme il y a moins de jeunes en cuisine, on ne peut pas vraiment les traiter de la même façon parce qu'on ne peut pas les perdre. Mais dans ces années-là, les gens avaient des centaines de CV de jeunes qui voulaient venir travailler. Et avec le temps, maintenant, si on a des apprentis, il faut les garder. Même si l'apprenti dit « Oh, tiens, je pars en vacances ou je vais aller prendre un café pour la 4e fois », c'est des choses que jamais on aurait vues avant. Aujourd'hui, on est obligé de l'accepter. Et aussi, il y avait de l'abus avant. Maintenant, est-ce qu'ils ont un peu trop de liberté? Quand même, il faut être sérieux en cuisine. Alors, il faut trouver le juste milieu entre cet abus atroce et l'idée des gens qui ne vont pas non plus être sérieux dans un métier qui a besoin d'être sérieux. Et est-ce que tu penses que l'arrivée du guide Michelin pourrait augmenter ce sérieux dans les cuisines québécoises? Moi, je pense pas que... J'ai beaucoup pensé au guide Michelin à Montréal et je pense pas qu'on ait un restaurant à guide Michelin aussi. Ça, c'est des standards des Français. Et autant qu'on parle français au Québec, on n'est pas des Français. C'est des standards qui sont développés à un très jeune âge, que les jeunes ils savent c'est quoi. Ils parlent tout le temps des macarons en France. Dans les cuisines en France, ils vont toujours dire « Ah, il a 1 macaron, 2 macarons. » Ça, c'est les étoiles. Dans le guide Michelin, ils disent les macarons. Eux autres, ils connaissent c'est quoi ce genre de façon de travailler. Ils savent c'est quoi les standards qu'on n'a pas ici. Ici, c'est des restaurants qui sont beaucoup plus relax, qui sont... c'est plus sur... on mange très bien. On est très bien servi à Montréal. Je suis convaincue, les serveurs sont top ici. La cuisine est vraiment intéressante. Mais on n'a pas ce genre de cuisine française un peu coincée que j'admire quand je suis en France, mais pour moi, il n'y a pas vraiment sa place à Montréal. C'est les standards qui ont été établis par le guide Michelin. Est-ce que
ils ont une place ici à Montréal? Est-ce que, peut-être pour quelqu'un qui est très ambitieux de ce côté-là, mais est-ce que c'est seulement pour les touristes qui vont venir, qui savent je veux aller manger dans ce restaurant parce qu'il était dans le guide Michelin, ou est-ce qu'ils vont aller là quand même? Alors, il y a toujours des arguments des deux côtés, mais maintenant, moi, j'ai fait les deux côtés. J'ai dit oui, non, oui, non. Là, je suis dans le non. Moi, j'ai beaucoup de problèmes que j'avais avec le Joël Robuchon qui est venu au casino, d'avoir les standards de notre pays appliqués sur notre scène gastronomique. Moi, j'ai pas aimé du tout avoir le gouvernement qui voulait donner l'argent à Joël Robuchon. C'est pas le gouvernement, c'est des fonds publics quand même. Quand on a des gens ici qui ont besoin d'un support financier. Ça, juste pour resituer un peu le débat, c'était rien contre Joël Robuchon non, en plus, en non, personne, non. c'était Oui, que, oui, oui. en fait, le gouvernement du Québec a payé l'installation d'un restaurant gastronomique dirigé par Joël Robuchon au Casino de Montréal, qui est public. Qui n'a jamais été une adresse extraordinaire non plus. Oui. Mais à la fin, qui est fermé aujourd'hui, Oui, c'est que pour moi aussi, c'était le montant d'argent. C'était l'idée que de même pas essayer de trouver quelqu'un ici avant d'aller... C'était facile d'aller trouver le grand chef français pour ouvrir un restaurant. Montréal est connu, Québec est connu pour être vraiment une place très gastronomique. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un chef français? Est-ce qu'on a besoin d'un guide français? Moi, j'adore la France. Tu sais, récemment, tout ce que je veux faire, c'est déménager là-bas. Mais eux autres, ils ont leurs standards et nous autres... Et ça fait partie de mettre chez nous aussi l'idée québécoise qu'on a une culture qui est distincte, on a une langue etc. Alors, pourquoi aller chercher un chef français qui est subventionné par des fonds publics de l'Auto-Québec, parce que Daniel Beaulieu est à Maison Beaulieu, et bravo, ça marche très bien, il arrive de temps en temps, mais d'avoir un chef qui a beaucoup de restaurants dans des casinos partout pour attirer les touristes qui devraient aller manger plutôt dans nos restaurants pour comprendre c'est quoi notre culture au lieu de la haute gastronomie française. Merci de dire ça. Et vous êtes deux Français. Mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est l'idée de notre scène gastronomique ici. C'est ça. Moi, je pense que le Québec a mis du temps. Alors, tu étais là depuis plus longtemps que moi. Enfin, toi, tu es né à Montréal? Oui, absolument. Okay. Oui. Donc, tu as vu l'évolution. Moi, j'ai l'impression que le Québec a mis du temps à se libérer des codes et des normes de la cuisine française. Et d'amener le Michelin ici. Alors, ça va apporter probablement et très certainement des milliers de touristes et beaucoup de revenus, mais est-ce que ça ne va pas être au détriment des codes de la cuisine québécoise qui est en train de se développer depuis une vingtaine d'années? Je ne le sais pas. Moi, je pense que ça peut amener à se pousser encore un peu plus loin parce qu'il y a un certain, peut-être laisser aller de temps en temps, alors qu'on pourrait juste pousser un peu plus les gens. Peut-être que... Mais après, je ne sais pas si... Mais le problème que j'ai avec cette idée-là, je suis d'accord, mais la réalité, c'est que si on regarde le guide Michelin à Toronto, à la fin, ils ont donné 2 macarons à un restaurant asiatique. Hein? Alors, il faut aussi penser que... est-ce que l'excellence... est-ce que nos meilleurs restaurants représentent notre culture ou est-ce que nos meilleurs restaurants ont un investisseur derrière qui met des millions de dollars pour ouvrir ce restaurant? Là, c'est sûr. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir Joël Robuchon venir tout seul avec l'argent de sa poche ouvrir un restaurant à Montréal. Et si on est juste en train de donner des étoiles aux gens qui sont très friqués, c'est quoi cette histoire là-dedans? On devrait donner des récompenses pour des gens qui vont faire de la cuisine extraordinaire aussi. Alors, à la fin, ce qu'on a vu dans le guide Michelin à Vancouver et à Toronto, pour moi, c'était pas très inspirant de voir leur choix non plus. C'est un bon point. C'est un très bon point. Très bon point. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très bientôt parce qu'il y a des bruits. La grande table a décidé La table ronde, pardon, a décidé à voter cette fin de semaine pour la venue du guide Michelin et les 50 best restaurants. Mais imaginez que si le meilleur restaurant à Toronto était un restaurant japonais de sushi, je crois. Imaginez à Tokyo si le meilleur restaurant était un restaurant de cuisine canadienne. Hein? Révolution. On a un autre problème ici, c'est qu'on a tendance il faut non...
faut pas être trop refermé sur nous-mêmes non plus, mais il faut penser que nous autres, on parle tout le temps de ce qui se passe en Danemark ou ce qui se passe à Londres ou à Paris. Mais est-ce que les gens à Danemark, Londres et Paris, est-ce qu'ils parlent assez de Québec? Est-ce qu'ils parlent assez du Canada? Le Canada a été un peu oublié et je comprends pourquoi. C'est un grand pays et notre culture culinaire est très jeune. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on parle de nous-mêmes et qu'on a un peu plus de support pour nous-mêmes parce que les gens ailleurs, ils ne sont pas nécessairement très intéressés de ce qui se passe ici. Alors, comment on pourrait les amener à s'intéresser à ce qui se passe ici? Les gens ont besoin de voir... C'est affreux à dire, mais le fait maintenant que le dollar canadien est assez faible contre le dollar américain va aider le tourisme cet été à Montréal parce que les Américains vont avoir... pour 1,30 $, je veux dire, c'est 70 sous environ maintenant. C'est un pays à rabais. Même quand Gourmet Magazine est venu pour parler de Montréal, ils ont dit, venez à Montréal, c'est super bon et pas très cher. Alors, je ne veux pas non plus qu'on devienne la place qui est cheap, mais de l'autre côté, ça va attirer des gens. Et ça prend des gens qui vont en parler. Mais le problème aussi, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs. Avant, il y avait des critiques gastronomiques qui faisaient le tour. Tourisme Montréal payait pour des voyages de presse, etc. Maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont venir, qui vont faire 3 posts Instagram, un story, etc. Est-ce que c'est assez? Non. Mais une autre chose qui est très importante, moi, j'ai dit ça et les gens m'ont critiqué de le dire. Bien, vas-y, ça ne me dérange pas. Mais c'est très bien aussi que Montréal, c'est français. Parce que ça nous sort du lot. On devient une ville assez intéressante et différente pour les gens les anglophones qui vont venir de tous les États-Unis. Et d'ailleurs, ils vont dire, tiens, regarde Montréal, c'est une ville, on ne peut pas dire c'est une ville bilingue, on va dire c'est une ville qui est francophone. Et on a une expérience que... on pourrait même dire, pourquoi aller en France quand on peut aller à Montréal? Tu sais, on pourrait... je pense qu'on pourrait même... C'est sûr que le tourisme Montréal et tout le monde ont joué sur cette idée de Montréal, la ville plus sexy, on s'amuse plus, c'est des bons vivants, on mange bien. C'est ce côté français. Et le côté anglais, on est très réservé, on parle de business, on mange très mal. Alors, c'est l'idée aussi de vendre Montréal comme une ville qui sort du lot. On est Canadien. Pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On est Canadien, mais on n'est pas comme les autres. Si moi, j'étais touriste de venir ici, il y a tellement de choses à voir et à faire et de bons restaurants à manger. C'est déjà... ça m'attire beaucoup plus que de Vancouver pour voir les montagnes. Alors que les montagnes sont magnifiques. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Hein. Et les restaurants sont bien aussi à Vancouver. Mais je me sens que je pourrais être à Seattle, je me sens que je pourrais être dans une autre ville, à part des montagnes. Mais à Montréal, je me sens que je suis ailleurs. Et Québec aussi. Hein. Québec, c'est fantastique comme ville pour les touristes. Moi, j'ai fait le tour du Canada cet été, parce que je ne l'avais jamais fait en 20 ans. J'étais trop occupé à rester à gérer les restaurants. Je me suis arrêté à Calgary et j'étais très étonné par la qualité culinaire que proposait là-bas. Oui. Ouais. Ah oui. Ah ouais, j'étais... je ne bien, m'attendais pas à ça. Ah oui, mais ça, c'était long, parce que moi, je me souviens d'un chef français qui était à Montréal. Et il a déménagé à Calgary pour ouvrir un restaurant. Il est parti parce qu'il a dit tout ce qu'ils veulent manger, c'est du steak. Ça fait longtemps, alors tous les gens qui vont dire que j'ai pas raison. Mais Calgary aussi, c'est une ville qui était très, très riche. Et j'entends que maintenant, Calgary a des problèmes. Là. Il y a des groupes, en tout cas, c'est des histoires qui courent sur... mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a l'intérêt tout le temps pour la restauration. Mais tu as bien mangé. Et j'ai mal mangé aussi. Un de tes meilleurs restaurants, un de tes restaurants préférés là-bas, c'était un restaurant japonais. C'était un restaurant japonais. Ouais, est-ce que tu as mangé un bon steak aussi? Non, je ne mange pas steak. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'était un restaurant japonais. J'aimerais, si tu le permets, revenir un peu sur ce que tu disais avant qu'on parle du guide Michelin, sur les ambiances en cuisine. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de parler dans tes critiques des ambiances toxiques en cuisine et si tu avais des rumeurs de certaines choses qui ne te paraissaient pas correctes, est-ce que tu l'as dressé dans tes critiques ou c'était plutôt... c'était pas à toi d'en parler? C'était toujours un sujet avec MeToo puis la restauration. Est-ce que les critiques devraient prendre ça en considération? Si j'étais en train d'écrire un critique et je savais que le restaurateur, pas des rumeurs, mais je savais que quelqu'un me disait vraiment, surtout que j'évitais plutôt le restaurant
il y avait des journalistes pour parler de ces problèmes qui n'étaient pas les critiques gastronomiques. Il y a des journalistes on a vu ça à la presse aussi, Isabelle Henché qui a parlé de Giovanni Apollo, des problèmes comme ça. Alors, ça prend plutôt un journaliste, investigative journalist, comment on dit, qui va prendre le temps, qui est payé pour prendre le temps de faire des interviews avec des gens et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas parler de ce qui se passait en cuisine et il y a beaucoup de gens qui ont dit n'importe quoi, honnêtement. Et quand je dis n'importe quoi, c'est de deux côtés. Je veux dire, il faut faire attention parce que tout ce qui est abus sexuel... moi, j'ai subi de l'abus sexuel dans deux places où j'ai travaillé. Et il n'y avait pas un HR, il n'y avait pas un département pour aller parler à quelqu'un. Alors, c'était un chef. Alors, je n'avais pas un chef pour parler parce que c'était le boss. Alors, j'avais personne, c'était la personne responsable. Et l'autre, c'était mon chef immédiat. Alors, les deux personnes qui étaient abusives étaient vraiment mes boss. Alors, j'avais personne pour aller directement. Alors, ce n'était pas une situation facile. Aujourd'hui, il y a des gens, dans des grosses entreprises, il y a des gens qu'on peut aller voir. Moi, une fois, je me suis fait vraiment avoir sur les médias sociaux de dire, il y avait un cas d'une femme abusée qui a dit, j'ai dit, pourquoi elle n'est pas partie? Et j'ai reçu, et je crois que les gens avaient raison, de dire, comment tu peux dire ça? Tu es en train de... Parce que moi, j'avais des situations que j'étais obligée de ou rester ou de partir parce que les personnes responsables de ces actions étaient mes boss. Alors, pour moi, c'était l'idée de plutôt m'en aller. Je pense aujourd'hui la situation est vraiment différente et que chaque situation, on devrait le regarder d'une façon différente. Moi, il y avait un chef qui était très mauvais avec quelqu'un que je connais et j'ai demandé à cette personne de parler. Je voulais écrire dessus. Elle ne voulait pas du tout en parler. Et j'ai trouvé ça dommage, mais de l'autre côté, j'ai compris pourquoi. Alors, chaque situation, c'est la personne qui va le subir, qui a besoin de voir. Mais le gros problème, c'est les gens qui ont peur de parler parce que j'aime pas l'idée qu'on est tellement intimidé par ces personnes qu'on va les laisser nous écraser tous les jours. Je pense que des fois, il faut voir qu'il y a toujours une façon de sortir de cette situation au lieu de rester là longtemps. Et j'espère qu'on pourrait aller vers les gens. Et j'espère que si ça va mal avec quelqu'un dans une cuisine, il pourrait aller voir un journaliste et dire « cette personne-là m'a fait ça et ça et ça », sans que ce n'est pas une question de vengeance ou quelque chose de personnel ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est une longue réponse. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu une omerta dans le milieu pour qu'il y ait des affaires qui ne surgissent pas ou tout simplement un manque de plaintes répétées qui ont fait qu'il n'y a aucune grosse affaire qui est sortie? Bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a un chef qui m'a dit récemment qu'aujourd'hui, en restauration, c'est très, très difficile il a dit que ça a complètement changé, que la façon qu'on parlait au staff avant, c'est fini, ça va être un problème. Mais de l'autre côté, ce que j'ai vu en France, c'est beaucoup d'abus. Mais ce que j'ai vu au Québec, surtout à la Gascogne, il y avait 2 ou 3 femmes que, attention, ces filles-là étaient tellement tough que tu dis un mot, et ça, c'était dans les années 80, tu dis un mot de travers et tu l'avais en vengeance. Tu sais, je trouve que les femmes québécoises sont très fortes en cuisine. Hein? C'est don't fuck with me, comme on dit en anglais. Et ce que j'ai vu, c'est plutôt les jeunes en France qui n'avaient pas le choix. Tu sais, mais souvent en cuisine, il y a une porte de sortie. Il y avait tellement d'emplois qu'on pouvait partir pour aller ailleurs, mais aussi il faut régler le problème qui est sur place. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui te passe la main sur les fesses ou quelque chose comme ça, oublie ça. Je veux dire, mais il ne faut pas le garder pour nous-mêmes. Il faut en parler. C'est sûr. Mais non, ça a complètement changé. Donc, juste un aparté pour dire si vous nous écoutez, que vous avez été dans une telle situation,
il y a des possibilités de sortir, dénoncer ou changer complètement d'employeur et de cadre parce qu'il y a suffisamment d'emplois dans la restauration pour aller trouver un restaurant qui correspond à ses valeurs. Oui, et c'est dommage qu'on a besoin de partir de notre emploi à cause de 2-3 cons là, ou du boss qui est affreux. Moi aussi, j'ai travaillé longtemps pour eux qui m'ont jamais payé. Hein. Alors, on peut parler aussi de l'abus sexuel, mais il y a aussi toutes sortes d'autres abus. J'étais obligée d'aller presque sur mes genoux pour demander qu'ils me payent. Après 6 semaines de travail, tu ne reçois pas $1, ça, c'est un autre problème aussi. Alors, c'est un respect qui va très loin. C'est un respect d'être professionnel avec un employé au lieu de dire n'importe quoi. Même de parler de porno dans les cuisines, j'espère qu'ils font plus ça parce qu'à la fin de la journée, c'était lourd d'entendre ça tout le temps. Et de juste rester professionnel. Et le gros problème dans les cuisines, c'est qu'il y a beaucoup de cuisines qui ne sont pas très professionnelles comme atmosphère. La façon qu'on paye les gens, la façon qu'on donne les vacances, la façon qu'on demande les gens de faire combien d'heures par jour. Et on le subit parce qu'on adore tellement faire la cuisine, surtout quand on est jeune, on ne veut pas causer des problèmes. Mais je veux dire, si c'est de l'abus physique, si c'est de l'abus psychologique, ou même pas payer quelqu'un, c'est inacceptable aujourd'hui. Mais ça arrive encore très souvent. Ah, la paye aussi, c'est un gros problème. Il y a combien de gens que le restaurant ferme, qu'ils n'ont pas été payés pour 3 mois et tout ça, là. Et je trouve que c'est très difficile aussi de demander d'être payé et de demander une augmentation. Moi, je tremblais devant mes boss quand il fallait que je demande des augmentations. J'ai commencé pour un traiteur, j'étais chef pâtissier dans le temps, là, il y a longtemps. J'étais payé $11 à l'heure et je voulais 13. Juste le guts de demander pour 13,50 à l'heure, là, au lieu d'avoir mon 11 qui était ridicule, je tremblais. Ou des fois, je me souviens, à la Gascogne, j'avais mon chef qui me donnait un rapport de travail. Alors après 3-4 mois, on est assis dans le bureau, il parlait de ton travail, il dit « ton travail n'est pas bon, tu es trop lente ». Moi, j'ai commencé à pleurer. Alors, j'ai commencé à pleurer, puis le chef était sensible, et lui aussi a commencé à pleurer. Mon nez a commencé à saigner, je ne sais pas pourquoi, et lui, il n'en revenait pas, tu sais. C'était horrible pour moi d'être assise après tout ce temps que je travaillais, que je pensais que je travaillais bien, je travaillais fort. Il me disait que je ne travaillais pas assez bien, trop lent et tout ça. C'était ridicule. C'est fou. C'est fou. Mais l'argent, ça, c'est de l'abus aussi. Et comme patron, je sais que des fois, on n'a pas assez d'argent, mais moi aussi, j'avais un patron qui arrivait tous les jours en BM. Il revenait de ses vacances en Bermuda et il disait à tout le monde qu'il n'y avait pas d'argent, tu sais. Fuck off, on voulait dire. Et là, c'est intéressant parce que quand un patron va faire des choses comme ça, j'ai remarqué que tout le monde commençait à piquer dans l'économat. Ah oui. Alors, attention, parce que le staff, on ne veut pas les payer. Bon, ils vont commencer à prendre leur vengeance. Alors ça, c'est une discipline en France. Hein. Ah oui? C'est qui vole le plus Ah oui. Il fallait garder ses bouteilles d'alcool bien fermées. Oui. Puis, alors, il y a quelque chose qui paraît, là, je pense que quand vous nous écoutez, vous entendez Leslie en parler, c'est que tu n'as pas la langue dans ta poche. Non. Est-ce que tu as des anecdotes, tu l'as un peu évoqué au début de cet entretien. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes où ta grande gueule, entre guillemets, si je peux dire ça, t'as valu un retour de bâton ou des commentaires méchants? J'ai parlé tout à l'heure de ce moment que j'ai dit que cette victime en cuisine à Toronto... qu'elle aurait dû partir de son métier. Et là, je regrette beaucoup. Puis je pense que j'ai pensé trop vite. Et là, j'ai eu un retour assez fort des gens qui m'ont dit que j'étais en train de victim shaming et tout ça. Et moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je voulais juste dire, sors de là parce que c'est affreux la place où tu es. Pourquoi tu es là si longtemps, etc. Alors, ça a tout mal tourné. Et ça, c'est à cause des médias sociaux. Et j'ai beaucoup regretté. Et je suis très triste que je veux me faire pardonner de dire ça. Des fois, on a tendance à dire des choses trop vite sur les médias sociaux et ça tourne. Et s'il y a quelqu'un qui veut t'écraser, c'est un bon moment pour eux de t'écraser. Tu sais, à la fin, les gens te détestent, ils ne te connaissent pas, tu as dit quelque chose un peu stupide, un peu vite. Par contre, chaque fois que j'écrivais des critiques de restaurant, je prenais 1 semaine pour écrire des critiques de restaurant. C'était 1200 mots que je prenais très au sérieux et j'ai jamais écrit un critique de restaurant que je regrette. Des fois, il y a des petites affaires, comme je me souviens une fois que j'ai dit que quelqu'un a servi un plat avec du maïs au mois de février, puis j'ai dit quelque chose comme où est-ce qu'on trouve du maïs au mois de février, puis
le chef m'a écrit pour dire on le prend l'été puis on met tout sous vide ici au congélateur. Alors, je dis OK, tu sais. Alors, il y a des choses qu'on dit que pourquoi servir des asperges au mois de novembre, mais c'est des asperges qui viennent de Pérou. Puis aujourd'hui, moi, si je vois des belles asperges, je vais les acheter au mois de novembre aussi. Alors, des fois, on est un peu trop baveux, critique de restaurant. Ça fait partie du métier. Et puis mais aussi, il faut remplir les 1200 mots, puis on a besoin d'avoir des opinions. Et peut-être c'est mieux de ne pas mettre d'asperges au mois de novembre. Mais ça, c'est pas des choses sérieuses. Mais j'ai jamais critiqué un restaurant qu'après, j'ai regretté. Et à la fin, je prenais des photos. Au début, j'avais pas de photos parce que j'avais même pas de téléphone. Tu sais, quand j'ai commencé en restaurant, tu sais, j'allais dans les toilettes pour prendre des notes. Ou je piquais le menu. J'avais plein de menus parce que je piquais les menus. Puis à la fin, on prenait des photos de tout. Mais des fois, j'écrivais des critiques de restaurants un peu forts. Les gens disaient « Ah, t'étais un peu fort. » J'ai dit « Oui, mais regarde les photos. » Et les gens disaient « Oh my God, les photos. » J'ai dit « Oui, mais c'est beau d'avoir un compte Instagram bourré de photos que vous avez prises en studio et tout est beau. Mais ce que vous servez sur la table, c'est ça que le critique va regarder. C'est pas ce que vous avez fait dans un studio ou dans un livre. C'est ce qui est servi au client. » Ce qui est fou, c'est que tu étais quand même connu, quoi. Tu ne te cachais pas pour aller au restaurant. Ah, mais non, parce qu'au début, pour, je dirais, 15 ans, je n'ai jamais mis ma photo nulle part. Je réservais tout le temps avec un nom Jessica Simpson. Je me suis toujours... Jessica, c'était Madame Simpson qui était un de mes noms. Mais ça devait être connu, ça, à la fin. Je pense à la fin, quelqu'un me dit, oui, Jessica Simpson, c'était un peu... mais J. Simpson. Et je faisais vraiment beaucoup d'efforts. Le problème, c'est que comme j'ai commencé comme chef, il y avait des gens... Normand Laprise m'a toujours connue avant que j'étais critique de restaurant. Je l'ai rencontré quand j'étais toujours pâtissier. Alors, il y a des gens qui me connaissaient, mais j'étais assez bonne des fois de rentrer dans les restaurants et personne ne savait que j'étais là. Et même, il y a un chef qui m'a écrit, il dit « J'étais tellement contente que tu m'as donné ce critique, j'ai donné 3 étoiles, sans que personne ne savait c'était toi. » Parce qu'il dit « Quand on sait que c'est toi, puis on a une bonne critique, on dit « OK, on l'a donné quelque chose de mieux. » Parce que ça, là, en cuisine, je peux vous dire que si on pensait c'était, quand j'ai travaillé en France, si on pensait c'était guide Michelin au Gaumillot, là, tu débarrasses tout, tu fais tous les assiettes à nouveau, tu fais quelque chose de vraiment beau. Et de dire qu'on ne fait pas une cuisine différente pour les critiques, c'est vraiment stupide. Il faut faire des... Moi je ferais pareil. Et alors, s'ils ne savaient pas que c'était moi, j'ai donné c'est comme un critique très pur. Tu sais, là, ils savent qu'ils sont sur la bonne route, que ça va bien, parce qu'ils n'étaient pas en train de manipuler la situation. Est-ce que tu te souviens d'une critique ou d'un restaurant où tu es allé et tu le mets toujours au top de ton expérience? Ben, je me souviens la première ou la deuxième critique que j'ai faite de Joe Beef. Ils étaient, je crois, à leur summum à ce moment-là. Beaucoup de choses ont changé chez Joe Beef. Je n'ai pas été depuis. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un restaurant qui était en train de changer la façon de la cuisine à Montréal. Et j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai pris le temps, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette critique. 4 étoiles. Oui, que j'ai mis 4 étoiles. Alors, et Leslie notait sur 4 étoiles. Donc, 4 étoiles, c'était très rare d'avoir 4 étoiles. Et très peu de critiques mettaient des étoiles. À la presse, il n'y avait pas d'étoiles. Au Devoir, il n'y avait pas d'étoiles. Peut-être le Journal de Montréal, il changeait des fois oui, des fois non. Et 4 étoiles, et pour moi, 4 étoiles est très, très rare. Et cette critique de Toqué, qui était la dernière que j'ai jamais écrite, et j'ai rentré parce que je voulais finir... en haut. Tu sais, je voulais finir avec Toqué, avec 4 étoiles, mon Dieu, c'est merveilleux à Montréal. Est-ce que tu peux raconter toute l'histoire avant cette critique de 2018, mais toute l'histoire que tu as avec le Toqué, parce que c'est un restaurant qui a changé la gastronomie au Québec. Oui. Alors, Toqué, pour moi, Normand Laprise, c'est le chef le plus important au Québec, parce qu'il faut savoir, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que la cuisine à Montréal était vraiment, la restauration, c'était vraiment l'autre cuisine gastronomique française. Et italienne. Les restaurants comme Les Halles, les Mignardises, etc.
Et la grande cuisine italienne, le Latini, dans le temps, était un grand restaurant. Il Mulino était un grand restaurant. Le Muscadin. C'est des nappes blanches avec des serveurs en tuxedo, la cuisine qui venait d'ailleurs. Et non seulement la cuisine qui venait d'ailleurs, mais des ingrédients qui venaient d'ailleurs. À un point, et je dis ça tout le temps, que quand je travaillais pour un traiteur à Montréal, on commandait la purée de pommes de Pâtisserie France en canne. Aïe, aïe. Alors, il faut savoir, les purées de fruits, ça venait de DGF, une compagnie qui faisait les purées de fraises, framboises, mangues, etc. Ça venait dans des Tetra Pak ou congelés. Boiron aussi, les purées de passion et de mangue, boiron, on voyait ça tout le temps. Alors, ça, c'était la scène gastronomique, mais d'acheter la purée de pommes de Pâtisserie France, que d'ailleurs, c'était excellent, il faut dire que c'était excellent, mais on a... Oups, Ouais, c'est bon, c'est pas... c'est bon. Ah, ouais. On a des pommes ici quand même. Hein? On a des pommes au Québec. Quelques-unes. On est connu pour nos pommes. Et comme j'ai travaillé en France, les pommes ne sont pas meilleures en France. Mais c'était une manque de confiance aussi dans nos ingrédients. Et Normand Laprise, c'est vraiment le premier chef qui a dit je vais prendre les ingrédients d'ici parce que lui, c'était l'idée de faire la cuisine californienne. Il ne savait pas c'était quoi la cuisine californienne. Mais Normand peut en parler aussi, mais l'histoire est superbe. Alors, il a dit, je sais que la cuisine californienne, c'est prendre des produits locaux. Alors, il a commencé à prendre des produits québécois et ça a tout changé. Et il est devenu un peu le dieu des produits québécois. Et c'est lui qui a démarré beaucoup des producteurs. Et, il a entraîné beaucoup de chefs. Et même pas de tendance, c'est pas le bon mot, mais cette habitude de prendre nos produits d'ici et d'être fier de ce qu'on a ici. Et ça marchait. Cette idée de Normand, ça va exactement main en main avec la politique québécoise. D'être fier de notre culture, d'être fier de ce qu'on a ici, et qui va, le contraire du restaurant de Joël Robuchon, et d'avoir une fierté dans notre cuisine qu'on a toujours. Et d'ailleurs, on est de loin... Tu sais, il y a des villes comme Vancouver et Toronto où ça va très bien, ils ont leur guide Michelin, etc. Mais tout le monde au Canada qui est en gastronomie savent que Montréal, c'est quand même la capitale de la gastronomie. Je pense pas que... Oui, on mange très bien à Toronto. Oui, on mange très bien à Vancouver. Oui, on peut manger très bien aujourd'hui à Halifax et tout ça. Mais pas le même nombre de chefs et de restaurants qu'on a, pas juste à Montréal. Il faut parler de Québec, qui aussi, une ville. On ne parle pas assez de Québec. Chaque fois que j'étais à Radio-Canada, je parlais de Québec. Les gens me regardaient avec les yeux tournés. Je dis, arrête! Vous avez mangé à Québec récemment? C'est fantastique, les restaurants à Québec. Et en plus, ce qui est fantastique à Québec, c'est qu'on ne sent pas qu'on est à Montréal. On sent qu'on est à Québec. C'est quand on mange dans les restaurants à Québec. Alors, c'est ça qui... Alors, pour retourner au... Alors, Normand, c'est quelqu'un que combien de fois j'ai donné 4 étoiles. Je l'ai suivi, je l'ai connu. Il n'y avait pas un cheveu gris. Et je l'ai rencontré la première fois avec mon ami Pasquale Vary, qui est un des juges sur les chefs avec Normand. Et il m'a servi on était au restaurant qui s'appelle Citrus, où Normand a travaillé sur la rue Saint-Laurent. Il m'a servi un foie gras avec des bleuets dedans. Ça pourrait être plus québécois que ça, je ne sais pas. Et, on pourrait rajouter du sirop d'érable. Oui, avec une sauce sirop d'érable et des canneberges. Et ensuite, j'ai vu Normand monter et j'ai vu... c'est quelqu'un que... Les débuts de Toqué, quand c'était sur la rue Saint-Denis, c'était tout petit. Normand travaillait en vitrine, dans une cuisine en vitrine, jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai fait cette critique de Toqué, c'est une journée que tout allait mal. Et à la fin, tout ce que j'ai dit, c'est ça le métier de critique, c'est que premièrement, il faut dire ce qui s'est passé et pas exagérer parce que j'adore et je respecte Normand. Parce que ça, c'était la critique que tu as fait en 2018, oui. Décembre 2018. C'était oui. ta dernière critique. Tu voulais finir sur une note incroyable dans le meilleur restaurant du Canada. Et puis, ça s'est vraiment mal tourné, pour plusieurs raisons. Et je me souviens... j'ai pas mis d'étoiles. J'ai dit, je vais finir comme ça. Et juste pour dire, c'est ça. La restauration, c'est ça. Le métier de critique, c'est ça. C'est jamais pareil, un restaurant. Il y a des restaurants qui vont avoir des hauts et des bas tout le temps. Ça, c'était une soirée qui était très basse. Peut-être c'était un moment que le staff était en changement ou, je sais pas, le sommelier n'était pas là ce soir-là. Le menu était un peu n'importe quoi. Et il faut être honnête. On peut pas... je pouvais pas sortir de là et dire que tout était parfait quand c'était pas parfait. Est-ce que tu y es retourné depuis?
Je pense que j'ai mangé là à midi depuis, oui. Et j'ai vu Normand, on a fait MasterChef ensemble. On était juges sur MasterChef, on a parlé toute la journée ensemble. Est-ce que vous avez parlé de cette critique? Je ne sais pas si on a parlé de cette critique. Mais aussi, la personne que j'ai donné une mauvaise critique qui m'en a parlé, ou en tout cas, c'était Martin Picard. Une fois, j'ai donné 2 étoiles au pied de cochon. C'était une soirée affreuse. Tout allait mal, c'était un désastre. Puis à la fin, ils m'ont donné un dessert, puis tout le dessert n'était pas cuit. Alors, c'est tout découlé dans la... C'était à la cabane ou... Non, c'était longtemps avant la cabane. Ça craint. Finir un repas Ils avec un mauvais dessert. Ils m'ont offert le dessert en plus. Alors, ils m'en voulaient, puis on est rentré avec Anthony Bourdain. Ce jour-là, tu étais avec Anthony Bourdain? Non, c'était avant, okay. Mais j'ai rentré comme quelques mois plus tard et Martin m'a regardé avec son grand sourire charmant. Il m'a dit « Je vais juste faire semblant que tu n'es pas ici. Oh! » Mais l'affaire que les gens ne savent pas, c'est que, tu sais, Martin peut dire ça, puis j'adore Martin, puis je suis toujours content de le voir, puis je trouve que autant qu'on parle de Martin, de Normand, Martin est un grand, grand chef québécois qui a beaucoup changé de choses. Il est toujours à la hauteur, il fait des choses formidables. Mais aussi, c'est moi qui ai amené les gens de Gourmet Magazine dans son restaurant. Alors, autant que les critiques, on n'est pas juste là pour critiquer, on est en train de parler de notre ville partout au monde. Et surtout, comme je suis anglophone, je parlais avec beaucoup d'anglophones américains. Alors, j'étais toujours en train de dire, vas-y au pied de cochon. Je me souviens ce soir-là, la Ruth Reichel, qui était l'éditrice de Gourmet Magazine, elle voulait aller à un autre restaurant. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, c'est très bon, mais j'ai une meilleure idée. Elle a dit, ah oui, quoi? Et j'ai dit, vas-y au pied de cochon. Puis à la fin, ils ont fini dans Gourmet Magazine et tout ça. Alors même si on critique, on est en train de suivre ces chefs et de parler d'eux tout le temps. Est-ce que tu as vu beaucoup d'évolution dans ton métier pendant les 20 ans où tu as été critique? Non, au contraire, la critique est en train de disparaître parce qu'il y a des influenceurs, il y a des gens qui font, il y a beaucoup de listes. Hein? Puis moi, je ne suis pas contre les listes. Hein? Moi, les 5 meilleures places pour trouver des pizzas, parfait. Okay, mais dire par liste. Mais comme les journaux sont en train de disparaître tranquillement et comme ce n'est pas une priorité de parler de gastronomie nécessairement, même le vin, hein, il n'y a plus de chroniques de vin dans les... Vous remarquez, sont tous, il y a les vins de la semaine, mais il n'y a plus de chroniques. Le problème, c'est qu'on regarde, là maintenant, les critiques, c'est les gens sur Instagram, sur les TripAdvisor, Yelp, etc. Mais les vrais critiques, c'était des gens qui sortaient constamment au restaurant, qui voyaient ce qui se passait. On pouvait comparer non seulement un restaurant à un autre, mais ce restaurant, il y a 3 ans, à ce restaurant aujourd'hui. Un restaurant comme Café Ferrer, il a beaucoup changé depuis ses débuts. Tokay a beaucoup changé depuis ses débuts. Alors, si on a la chance de voir qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, de juste aller à un restaurant et dire c'est formidable, c'est basé sur quoi? T'sais, alors, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les étoiles. Alors, on mettait des étoiles pour dire c'est excellent, mais il y a meilleur. Et ça donnait autant qu'on peut dire le guide Michelin donne un peu d'ambition au restaurant de faire mieux. Les étoiles aussi, c'était là aussi pour dire aux gens, vous êtes 3, vous avez un peu de chemin à faire, mais l'excellence, et dès qu'on a 4 étoiles ou 3 étoiles Michelin, c'est là où le gros stress commence parce qu'il faut garder ces étoiles. C'est ça qui rend les gens fous. Et ce peur de les perdre. Moi, j'ai visité le restaurant de Bernard Loiseau, puis je pensais à ça tout le temps. Ce pauvre monsieur, avec son gros stress tout le temps. Alors, Qu'il le cachait derrière une jovialité absolument incroyable. Oui. Et puis, malheureusement... Puis, à la fin, il ne voulait même pas enlever l'étoile, apparemment. Là. Mais, oui. C'est très stressant, ces métiers-là, hein? Comme vous savez bien. Oui. Et nous, on a rencontré récemment Marie-Josée Baudouin. Mm-hmm. Et elle nous a raconté une expérience qu'elle avait eue avec toi et qu'elle regrettait un peu la façon dont elle avait agi. Mais elle disait que tu avais fait une mauvaise critique par rapport au Newton alors qu'il venait d'arriver. Oui. Et là, elle disait, mais en fait... Alors déjà, elle nous a dit 2 choses. C'est qu'elle attendait la sortie du journal pour aller voir la critique. Aujourd'hui, il n'y a plus cet engouement-là qui existe. Oui, c'est dommage. Et la deuxième chose qu'elle nous disait, c'est que oui, c'était dur, mais ça lui manquait en fait. Ça lui manquait. Les critiques comme la tienne. Ah, oui, je comprends. Et elle dit, aujourd'hui, on n'est plus là. C'est intéressant, oui. Parce que les critiques qu'il y a, c'est des critiques très rapides sur Instagram ou sur... Il n'y a pas de critiques. Oui. C'est rare les critiques longues, détaillées. Oui. La presse fait des critiques, mais ils ont un format de le faire 1, 2, 3, 4, 5, un peu que...
Oui, j'imagine, parce que les gens savaient, je me souviens, il y a un chef qui m'a envoyé un courriel et la Gazette, ça sortait samedi matin, mais sur l'Internet, sur le site Internet, ça sortait jeudi après-midi vers 4 heures. Alors, il y a un chef un jeudi soir à 11 heures m'a envoyé un courriel qui a dit « Il est où ma critique de restaurant? » Je dis « j'ai aucune idée. » Tu sais. Il a dit « Ça sort toujours jeudi à 4 heures. C'est où? » J'ai dit « Oh my God! » Mais il y a plusieurs choses. C'est... parce que j'imagine que, puis, tu sais, Marie-Josée, c'est intéressant, je me souviens très bien de cette critique. Elle aimait pas elle a dit, j'ai rentré trop tôt dans le restaurant, mais pour moi, le restaurant était ouvert longtemps. Pour elle, c'était pas assez longtemps. Il y avait des critiques qui rentraient après une semaine, que je trouvais ridicule. Mais j'imagine que ce moment de sortir le journal et de voir l'article sur un papier et nous autres, on envoyait toujours, c'est nous autres qui étaient les premiers vraiment à envoyer des photographes pour prendre des photos des restaurants. Et ensuite, moi, je demandais toujours de prendre des photos du chef, des assiettes, souvent tout le staff. Et je me souviens avec Hôtel Herman, qui est un restaurant que j'adorais sur Saint-Laurent, pas loin de Laurence. On a pris une photo de le staff, mais il y avait une personne aussi qui avait un bébé. Et j'ai vu cette photo et c'était toute la page dans la Gazette. Tu sais, souvent, on mettait la page entière. Et j'ai vu cette photo et j'ai dit, wow, tu sais, non seulement le restaurant était beau, mais regardez l'équipe derrière. Et pour montrer aux gens, c'est pas juste un restaurant anonyme, mais il y a des gens derrière ce restaurant. Il y a une femme avec un bébé, il y a ces gens en cuisine, il y a ces gens en salle. Alors, moi, j'étais aussi excitée qu'eux de voir, parce que moi, je ne voyais pas les pages avant de le voir samedi matin chez moi. Des fois, je n'étais pas heureuse non plus. Pourquoi? Ben, j'aimais pas des fois le headline. Tu sais, des fois, j'aimais c'est pas toi qui choisissais le C'est headline? jamais... c'est les éditeurs qui vont mettre les headlines. Alors, des fois, les headlines étaient comme... OK, mais c'est... mais de voir ces photos, et au début, les photographes de la Gazette, les photographes de journaux, ils adorent faire des photographes du Grand Prix. Ils adorent faire des photographes du tennis, hockey, etc., politiciens. Mais d'aller prendre des photos du poutine à foie gras de Martin Picard, non merci, OK? Ah, are you serious? Tu sais, c'était toujours ça. Mais à la fin, ils prenaient des photos des assiettes. Ils aimaient ça. Pourquoi? Parce que la photo de le sandwich ou du foie gras, etc., était tellement grande dans le journal. C'était pas une petite photo de match de hockey. C'était énorme. Et les photos étaient super. Puis à la fin, on faisait les meilleurs plats de l'année et tout ça. C'était très excitant aussi de voir qui était là. Alors, tout ça, oui, c'est perdu. Elle a raison, Marie-Josée, parce que je suis d'accord avec elle et aussi, il y avait comme 3 ou 4 qui sortaient au même moment. Il y avait la presse, la Gazette, le Devoir, bang, 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 bang. Alors, et des fois, c'était le même restaurant qui était un cauchemar, si c'était toujours le même restaurant qui sortait le même jour. Mais oui, c'était excitant. Et c'est une façon pour eux de voir une évaluation de ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils ont un peu de respect, même s'ils me détestaient, tout ce que je voulais, c'est qu'ils respectaient mon opinion. Tu sais, que c'était pas quelque chose basé que j'étais amie avec le chef. Parce que même si le chef était mon ami, si c'était pas bon, là, tu sais, moi, j'aime beaucoup Normand Laprise. Ça m'a fait de la peine d'écrire cette critique, mais je l'ai écrit. Et il y a des gens que j'aimais pas du tout, et je donnais une bonne critique si c'était bon. Alors, si on a la confiance des chefs quand même, et aussi, c'est pas mauvais de lire une critique. La critique, c'est pas toujours une mauvaise chose. Ça peut être très positif aussi. Oui, hein. bien sûr. Alors, on revient à ce que tu disais au tout début. Tu as arrêté un peu parce que tu étais fatigué d'avoir des retours négatifs. Tu as même parlé de menaces de mort. Oui, bien ça, c'était au début. Il y avait un homme qui m'a appelé un jour. J'étais chez moi. Et c'était un restaurant sur Sainte-Catherine. Je me souviens même pas du nom, mais c'était vraiment pas bon. Tu sais, c'était la rue Sainte-Catherine dans les années 90. C'était pas très bon. Alors, je reçois un appel, je dis bonjour, il dit, est-ce que c'est Leslie Chesterman? Et c'est pas tout le monde qui m'appelle en français, tu sais. Je dis, OK. Je dis oui. Il dit, je suis le chef de XXX Restaurant. Je dis, oh shit. Puis il me dit, en tout cas, j'ai lu ta critique, il dit, je vais mettre feu à ta maison, je vais exploser ta voiture et je vais tuer ton chien. Mon Dieu. Mais moi, j'ai écouté ça, puis j'étais comme... Comment il sait que j'ai un chien? J'ai dit, OK, monsieur, rentre chez toi puis prends un café, clique. Mais, de rendre c'est sûr qu'on peut affecter leur business. C'est sûr qu'ils ne sont pas contents d'être critiqués devant tout le monde. Mais ça fait partie du jeu. Hein? Ça fait partie du jeu. Il y en a d'autres. Il y a un restaurateur assez connu qui a fait toute une histoire sur l'Internet que j'étais un critique toxique, etc. Ces restaurants, c'était pas bon. Tu sais, j'ai écrit des critiques très fortes, mais c'était vraiment pas bon et c'était très cher.
Alors, s'il y a un côté dans un restaurant que c'est un peu malhonnête, je vais vous dire après c'était qui. je sais. Il n'y avait pas un, hein, il y en avait plusieurs. Ouais. Il y a 2 chefs qui m'ont barré de leur restaurant carrément parce qu'ils n'aimaient pas leur critique. Tu sais, aujourd'hui, ces chefs-là, ils ne sont plus à Montréal non plus. Hein. Alors, je me souviens, Anthony Bourdain a dit ça. Il a dit, on est tous dans ce jeu ensemble. Et autant qu'ils n'aimaient pas les mauvaises critiques, ah oui, mais ils aimaient beaucoup les bonnes critiques. Ah oui, hein? Tu sais, si ça allait bien, c'était pas... Et je me souviens d'un chef aussi qui avait un très mauvais restaurant. Il m'a appelé, il m'engueulait. Puis à la fin, j'ai dit, vous pensez que vous avez droit à combien d'étoiles? Vous méritez combien d'étoiles, vous pensez? Puis c'était un restaurant vraiment médiocre. Il a dit 4 étoiles. Moi, j'ai un restaurant 4 étoiles. Et j'ai pensé qu'il sort jamais, ou il est dans la lune, ou il sait pas trop. Mais il y a des gens qui pensent que le restaurant, c'est le meilleur restaurant à Montréal. Et nous autres, on est là pour les clients, pour dire, c'est celui-là le meilleur, c'est celui-là qui n'est pas le meilleur. Et comme j'ai travaillé longtemps en restaurant, et c'était mon obsession toute ma vie, je voulais donner une opinion qui était quand même avec des connaissances derrière. C'est pas juste que j'aimais le restaurant, c'est qu'il y avait des raisons que j'aimais le restaurant. Il y avait la technique du chef, il y avait la qualité de la service, il y avait les prix sur la carte des vins, il y avait etc., etc. Les gens qui rentrent, ils disent c'est pas bon, puis ils donnent pas une bonne raison. Ben ça, je comprends qu'ils sont pas contents non plus. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est une théorie hein, qui est basée sur rien, mais peut-être que les gens, quand tu reçois une mauvaise critique, c'est que ça touche au fond de toi, tu sais que c'est vrai, et tu veux pas le voir, et ça c'est quelqu'un qui le met dans ta face, écrit noir sur blanc sur le journal, et c'est ça qui est dur à accepter. Alors tu vas attaquer le messager et pas le message. On a tous la misère à accepter la critique. Je me souviens une fois, ma sœur a dit à ma mère, elle a dit, les critiques de Leslie, c'est XXX, tu sais. Et ma mère m'a dit, ce qu'elle a dit ma sœur, peut-être pas une bonne idée, et je voulais tuer ma sœur. Mettre le feu à sa maison. Mais à la fin, la prochaine fois que j'ai écrit une critique, j'ai pris cette critique, je voulais tuer ma sœur. Je l'ai pas dit que je veux te tuer, c'est pas pareil. Tu sais, j'étais fâchée avec ma sœur, mais la prochaine fois que j'ai écrit une critique, j'ai gardé cette critique en tête, et j'ai amélioré. On peut toujours améliorer notre travail. Et on n'aime pas être critiqué, surtout quand ça affecte notre business. Hein? Les gens disent que les critiques vont vider les restaurants. Mais je veux dire, j'ai rempli beaucoup plus de restaurants que j'ai vidés. Hein? Et si le restaurant n'est pas bon, mais ils ont beaucoup de clientèle, ça va toujours rester. Moi, j'ai vu des restaurants que je trouve vraiment pas bons qui sont pleins tout le temps. Alors, bravo! Alors, ça veut dire qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Tu sais? Gibby's, à la fin, c'est le restaurant le plus difficile à réserver à Montréal. Hein? C'est Gibby's. C'est les steakhouse, des choses comme ça. Et j'ai rien contre ce restaurant-là. Ils livrent ce qu'ils livrent. Et si les gens aiment ça, c'est ça le succès. Bocuse a toujours dit, le restaurant qui a un bon succès, c'est celui qui est plein. Ah oui, forcément. Et depuis que tu n'es plus critique, quand tu vas au restaurant, on t'accueille comment? Oui. C'était quoi le Jessica Simpson. Simpson. Non, Jessica maintenant, beaucoup de choses ont changé parce que maintenant, on réserve en ligne et on est obligé de mettre notre nom et notre courriel. Avant, j'avais un courriel qui était inventé. Là, je le fais sous mon nom parce que des fois, je fais des critiques sur mon Substack, comme une fois chaque 2 mois. Des restaurants qui sont un peu connus, tu sais, j'essaie de voir si c'est aussi bon que les gens vont dire, mais j'ai beaucoup moins d'intérêt d'aller au restaurant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime beaucoup faire la cuisine chez moi. J'aime beaucoup inviter chez moi. Mon copain, un chroniqueur de vin, on a toujours beaucoup de vin chez moi. Alors, et les prix, maintenant, c'est trop cher pour moi. Avant, c'est le journal qui payait, alors j'allais partout. Et maintenant, je pense 2-3 fois avant d'aller au restaurant parce que je finis avec des additions de 200-300 $ et plus. J'ai mangé récemment pour 400 $ pour 2, 300 $ pour 3. Et 400 $, ma compte hydro est cher. Tout est cher en ce moment. Et je reviens de la France où en France, OK, on voit c'est cher avec l'échange, mais le taxi service compris. Alors on dit, c'est cher, c'est cher. Tu dis, attends une minute, là, c'est 30% moins cher parce que, et ces histoires de pourboire aussi, ça commence à être exagéré. Là. Les gens veulent 20% de pourboire, mais moi, j'ai jamais mis plus que 15% si c'est bon ou si c'est mauvais. Je mets toujours 15% parce que pour moi, c'est aussi, est-ce que c'est à la clientèle de donner, de payer le personnel? Peut-être aussi si le reste. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'incorporer le pourboire dans le prix.
Mais c'est pas tout le monde qui veut ça et je comprends pourquoi. Là, c'est encore un autre sujet. Moi, j'ai une question. Parce qu'en tant que chef, quand tu vas chez les gens, et les gens sont toujours un peu impressionnés de te faire à manger, ils disent j'ose pas soit indulgent. Toi, je pense que c'est encore le niveau au-dessus, là, les gens, chez tes amis ou chez ta famille, quand ils te préparent à manger. Est-ce qu'ils sont nerveux? Est-ce qu'ils sont stressés? Pas ma famille, parce que tout le monde de ma famille est excellent en cuisine et je connais leur cuisine. Non, mais vraiment, là, je suis gâtée en cuisine. Je crois qu'il y a un peu de langue de bois, quand même. Mais on est assez obsédés. Hein. Je veux dire, le matin, on commence à parler de ce qu'on va manger le soir. Puis même ma soeur m'a dit, tu sais, tu parles que de bouffe tout le temps. Puis 10 minutes plus tard, elle parlait de cuisine. Même, elle m'a envoyé un courriel ce matin. Elle a dit, quand je viens à Montréal te visiter, j'aimerais faire des brioches à la cannelle ensemble. Tu sais, c'est tout constamment. Chez les amis, ce que je veux... Oh, c'est affreux. C'est affreux. Parce que il y a des gens qui ne savent pas faire la cuisine. Et ils savent qu'ils ne savent pas faire la cuisine. Mais moi, je les donne mon livre. Parce que mon livre, c'est vraiment un livre qui était fait pour les gens pas les gens qui ne savent pas faire la cuisine, mais de tous les niveaux. Les gens qui démarrent, les gens qui sont... Parce que pour moi, c'est le seul livre qu'on a vraiment besoin d'écrire. Il y a des livres qu'on peut écrire sur la cuisine de Sicile, etc. Mais... oui, mon premier livre, c'était vraiment l'idée que les gens apprennent un peu comment les techniques de base, etc. Et mais même mes enfants, ils sont toujours en train de me dire « Ah, maman, je veux faire une spaghetti. » J'ai dit « Ah, tiens, j'ai dit, prends mon livre. » Et tu leur dis, bon, la prochaine fois, tu rajouteras un petit peu de ça, oui, mais un peu de sel, oublie pas le sel. Ouais, mais mes garçons commencent à faire la cuisine, ils sont très intéressés, mais... Juste de suivre des recettes et de ne pas être trop ambitieux. Tu sais, des fois, je regarde le plat, je dis, c'est quoi ça? Tu sais, il y a tellement... Mais même mon pauvre copain, mon chum Jean, là, il rentre en cuisine, il fait une soupe, il met tout dans la marmite. Je dis, Mike, je sors d'ici, là, je ne peux pas te regarder travailler. Tu n'as aucune technique. Mais cette idée de tout mettre ensemble puis espérer à la fin que ça va être bon, je ne comprends pas. Là. Non, mais ça me fâche. Alors, tu sais, c'est juste suivre une recette. T'sais, des recettes l'idée, c'est juste de suivre une recette puis de ne pas être trop ambitieux, des fois. On revient au début, on ferme la boucle. Il faut rester simple pour démarrer. Commencer par la simplicité. Et ensuite, une fois qu'on a développé la simplicité, qu'on la maîtrise, on va un peu plus loin. Et de le faire plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont nuls en cuisine. Il y a beaucoup de femmes aussi qui pensent qu'ils sont nuls en cuisine, parce qu'on a cette attente que les femmes vont être excellentes en cuisine. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi plus? Pourquoi pas plus une femme qu'un homme? Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'intéresse à la cuisine. Mais d'aller doucement et de le faire souvent et de trouver plaisir à faire de la cuisine. Et arrêter de dire « je suis nulle en cuisine ». Parce que moi, quand ça va mal dans ma vie, là, cette cuisine... c'est plein. Il y a des gâteaux, il y a des brownies, c'est plein parce que ça me déstresse. Et on a tous besoin de relaxer un peu. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress dans le monde aujourd'hui. Commencez à faire de la cuisine, suivez la recette, mettez la musique. Si vous voulez un verre de vin, vas-y, mais faites ça au lieu de scroller tout le temps sur Instagram, que moi je fais tout le temps aussi, hein, je ne suis pas mieux. Mais faire de la cuisine, ça déstresse. C'est quelque chose qui est excellent pour les gens de faire tous les jours. Et aussi, on apprécie plus le restaurant si on fait de la cuisine. Oui. On comprend, puis on est inspiré par les restaurations. C'est sûr qu'on comprend comment c'est dur de faire de la restauration. Oui, exactement. Merci pour tout. Merci, c'était vraiment un plaisir. Merci Leslie pour cette super conversation, c'était passionnant. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps. mais à un moment donné. Part 1, 2, 3, oui. Et merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Si tu veux revoir cet épisode, on est sur YouTube. Si tu veux suivre l'actualité d'On est dans le jus, on est sur Instagram. Si tu veux nous soutenir, on est sur Patreon. Restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Merci.